Avant-dernier jour du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Merci infiniment de votre constante fidélité à Cherifla TV. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce samedi 29 octobre pour une nouvelle page d'information. Soyez donc les bienvenus. Le ministère des Affaires religieuses et du culte a abrité ce samedi matin une cérémonie de remise de trophées en guise de reconnaissance et de remerciement pour la bonne réussite de l'organisation du pèlerinage à la Mecque de cette année. L'initiative est celle de l'association Kogilanton qui a reçu le soutien du ministre Thierno Hass Diallo pour rehausser l'éclat de cet événement à l'hôtel Kempinski de Bamako. Ousmane Sogoré et Mohamed Sidibé pour le compte-rendu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de remise de trophées organisée par l'association Koglaton, notamment le ministre des Affaires religieuses et du culte, les responsables de la maison du Hajj, les encadreurs ainsi que les responsables des agences de voyage. Pour la présidente de l'association, l'objectif est de féliciter le ministère et tous les autres acteurs qui ont contribué à la bonne organisation du Hajj 2016. Les responsables de l'association ont aussi rappelé aux participants l'objectif que s'est fixé Koglanton depuis sa création en 2002 à aujourd'hui. L'objectif de l'association, comme le nom l'indique, Koglanton, ça veut dire faire quelque chose qui puisse amener la paix, quelque chose qui puisse être de positif. Donc nous, notre objectif, c'est de voir dans la société même, nous sommes une association qui regarde dans la société ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, c'est à nous de chercher la solution. Mais si quelque chose aussi est fait et qui est bon, nous devons le dire et encourager les gens qui ont bien fait dans ce pays-là. Donc, à commencer par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le ministère en charge, le ministre en charge de ce ministère-là, les agences de voyage, que ce soit privées ou bien étatiques, que ce soit les représentants de la maison du Hajj, nos représentants en Arabie Saoudite, tout le monde est à féliciter parce que c'est un travail qui a été bien fait, contrairement à l'année 2015 où il y a eu beaucoup ça n'a pas été bien fait. Donc cette année, si ça a été bien fait, on doit le dire, on doit les encourager. Donc c'est ça l'objectif de notre association. Quand c'est bon, on doit le dire, on doit les encourager. Donc pour cela, nous aussi, nous souhaitons que nous soyons aidés parce que nous faisons beaucoup d'actions. Donc notre objectif, c'est d'être connus. Tout d'abord d'être connus. Donc, à commencer par cela, le ministre des Affaires religieuses, en tout cas nous, on les félicite pour avoir bien organisé l'âge de l'année 2016. Parce que ça s'est passé avec leur courage, leur innovation. Et c'est ce que nous souhaitons, avoir des gens dans ce pays-là qui peuvent faire des choses qui sont bien. Voilà, c'est ça nous, notre objectif, de les accompagner surtout. Le trophée a été remis par l'association au maire du ministre des Affaires religieuses et du culte. Au nom de son département, à son tour, le ministre n'a pas manqué de remercier l'association à juste titre pour leur geste symbolique. Écoutez, c'est un honneur en tant que Sahélien. Les honneurs, ça crée l'émotion. Alors, ému pour cette marque qui vient de la part de nos tantes. Koglanton, une structure de femmes religieuses et qui donc ont dû comprendre qu'au-delà de cette file critique quelque part, il y a quelque chose qui a marché. C'est le pèlerinage cette année. Et donc merci à Koglanton. Au-delà de ça, je crois que ce n'est pas la personne du ministre, c'est le département. Le département, c'est le partenaire du département, les filières, la filière privée. C'est aussi l'ensemble des départements partenaires qui sont là. Il y a d'autres départements qui participent à l'organisation du pèlerinage. Donc je crois que c'est un peu tout cela. Et c'est le lieu donc de remercier chacun, et singulièrement nos leaders religieux qui, de loin, ont participé à la réussite de ce pèlerinage par des bénédictions et autres. Surtout, un satisfecit, une reconnaissance personnelle au président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis le témoin oculaire permanent de tout ce qu'il fait pour la réussite des actions de ce département. Alors donc, je crois que c'est le couronnement d'une volonté du chef de l'État de voir petit à petit le pèlerin malien être dans tout le bonheur qu'il faut pour faire un bon pèlerinage. Alors, la cérémonie a donc pris fin par des bénédictions à l'endroit de tous les disparus du Hajj 2015.
Nous parlons à présent politique dans cette page d'information. Suite à l'invalidation de sa liste aux prochaines élections communales de novembre 2016, la section Adema PASJ de la commune 2 du district de Bamako a tenu une assemblée générale. Objectif, informer l'ensemble de ses militants à des démarches entreprises pour avoir gain de cause. Assemblée à l'issue de laquelle le parti Les Abeilles affiche une grande sérénité quant au verdict de la cour d'appel. Moussa Fomba et Samba Traoré étaient présents pour Chérifla Actualité. Les militants de la section Adema PASJ de la commune 2 du district de Bamako restent mobilisés pour les élections communales du 20 novembre prochain. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale organisée au siège de la section. Le tribunal de la commune 2 ayant invalidé la liste, d'où la nécessité de cette assemblée générale qui a servi de cadre d'information des militants sur la conduite à tenir avant le verdict de la cour d'appel de Bamako. La teneur de l'assemblée générale, comme vous ne l'ignorez pas, c'est par rapport à l'invalidation par le juge de la commune 2, du tribunal de la commune 2, de la liste Adema. Donc on a fait devoir d'appeler tous les militants, une assemblée générale avec la presse, pour informer les militants, les apaiser par rapport à nos démarches sur le terrain. Et puisque nous croyons en notre justice, nous savons que justice sera rendue. Et puisqu'on a interjeté appel, nous attendons la cour d'appel pour trancher et nous avons confiance à la loi, nous avons confiance à la magistrature de notre pays et nous savons que justice sera rendue. Selon nos détracteurs, il y a des rumeurs, toutes sortes de rumeurs. On a dit qu'il y a des ratures, on a dit qu'il y a des surcharges, on a dit qu'il y a des blancos. En tout cas, nous, on n'a pas mis de blanco, on n'a pas surchargé notre liste. Les avocats qu'on a eu à commettre pour défendre notre liste, nous ont certifié que le juge qui a accusé la liste n'a même pas vu la liste pour porter en tout cas préjudice à notre liste. La nouvelle loi électorale est désormais on ne peut plus claire de par sa simplicité à rendre plus accessible le processus électoral à tous les acteurs. La loi électorale, on l'a épluchée de son article 1er jusqu'au dernier. Nulle part il n'a été démontré que notre liste était attaquable à ce niveau, parce que la loi elle est très claire et très précise. Et je le disais tantôt, lorsque nous déposons les listes au niveau du représentant de l'État, à Bamako ici c'est le gouverneur, et la loi, son article 199 précise que le gouverneur vérifie la conformité de la liste, sa cohérence avec les textes. Et pour qu'éventuellement il n'y ait pas de problème, comme ce fut le cas dans le temps, et après vérification, il appelle immédiatement le mandataire pour procéder à la régularisation des différentes remarques pour que le mandataire puisse aller corriger rapidement et revenir dans un délai imparti. Donc c'est après avoir rempli toutes ces phases de procédure que le gouverneur nous a donné notre récépissé de dépôt. Cela certifie que la liste est conforme à la loi. Et à partir de là, le gouverneur a procédé à sa publication. Comme vous le savez, vous l'avez bien dit, on a attaqué notre liste et puis on a invalidé à la cour de justice du tribunal de commune 2. Mais nous, on sait, l'assemblée générale qu'on a tenue aujourd'hui, c'est pour informer nos militants. Parce que le verdict c'était le jeudi, hier. Comme le verdict n'a pas été fait, les militants sont impatientés. Le verdict n'a pas été prononcé. Comme ça a été la première fois, ils ont dit, avant même le délibéré, ils ont dit la nuit que la liste a été invalidée. Effectivement, la liste a été invalidée le lendemain. Donc nous, on a appelé nos militants pour les apaiser et puis les dire que le verdict c'est pour le mardi. Donc on entend le mardi pour voir ce qui va se passer. Nous, on croit à la justice. On a foi à la justice du Mali. Ils disent qu'il y a des ratures sur la liste et puis il y a du blanco sur la liste. Moi, je suis membre de cette commission électorale. La liste a été faite devant moi. J'étais assise. J'ai assisté à tout jusqu'à la fin. S'il y a rature ou s'il y a blanco, c'est à leur niveau, ce n'est pas à notre niveau. En attendant le verdict de la cour d'appel de Bamako, prévu pour mardi prochain, les abeilles sont en ordre de bataille pour les communales. Nous parlons encore politique dans cette édition d'information, mais hors de nos frontières. Les députés de l'opposition tchadienne ont déposé mercredi dernier une motion de censure contre le gouvernement. Elle n'entend pas rester là et souhaite donner suite à cette initiative en saisissant le Conseil constitutionnel pour sortir de l'impasse de cette motion de censure. Tata Touré pour le commentaire. La motion comprend 5 points.
Les députés de l'opposition, qui sont minoritaires à l'Assemblée nationale, demandent au gouvernement de dire comment il compte surmonter la crise économique au Tchad et la panne du système éducatif. La motion de censure comprend aussi des questions concernant l'armée et ses missions à l'étranger, ainsi que la construction des infrastructures. Nous étions obligés de déposer la motion de censure parce qu'il y a des questions d'actualité qui concernent directement nos populations. 16 censures ont été prises par le gouvernement qui a foulé aux pieds certaines règles relatives au dialogue entre l'exécutif, la société civile et l'opposition, a expliqué une députée et militante du parti dirigé par l'opposant Saleh Kebzao. Jusqu'à présent, nos établissements scolaires publics sont fermés. La plupart de nos enfants sont à la maison ou dans la rue. Le niveau de vie n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, a-t-elle ajouté. Le Premier ministre doit aussi s'expliquer sur la destination des revenus tirés du pétrole exploité au Tchad depuis 2003. La majorité présidentielle estime que la motion de censure n'a pas sa raison d'être. Le parti au pouvoir et ses alliés vont apporter leur soutien au gouvernement pour éviter sa censure, assure le président du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale. Le Tchad est confronté à une crise économique sans précédent qui a conduit l'État à réduire les budgets de plusieurs ministères et d'autres institutions. En raison de la crise, le gouvernement a demandé à certains fonctionnaires de renoncer à une partie de leur indemnité. Et nous restons dans l'actualité africaine. Une semaine après le drame survenu au Cameroun avec un lourd bilan de 79 morts, les populations réclament plus de moyens adéquats pour une prise en charge effective. Elles estiment que le gouvernement n'a pas déployé suffisamment d'efforts à la hauteur de la tragédie ferroviaire du 21 octobre dernier. Nous retrouvons Tata Touré pour cet autre commentaire. Après le déraillement du train Yaoundé-Douala au Cameroun le 21 octobre qui a fait 79 morts, la cellule de crise mise en place par la compagnie de chemin de fer Camrail commence à recevoir de plus en plus de monde. Des agents accueillent les rescapés et les familles de victimes qui réclament d'être indemnisées. La plupart des visiteurs sont plutôt en forme. Le plus souvent, il s'agit de blessés légers ou des proches des passagers du train. Tous n'ont pas dépensé d'autant d'argent. Mais de nombreux blessés ont dû payer les soins samedi et dimanche, le temps que la promesse du président camerounais soit effective et donc que les soins soient totalement pris en charge. En principe, ces frais avancés au lendemain de l'accident survenu à Essek doivent être remboursés, mais la cellule de crise ne donne aucune échéance. À partir de la gare que nous avons donc institué un PC mobile, poste de commandement mobile, qui nous avons organisé le secours avec tous les responsables concernés par ce comité départemental de crise. Il faut vraiment refaire une mise à niveau des consommables médicaux, du matériel qui a été utilisé ce jour-là parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Il y a eu des instruments qui ont été perdus, il y a eu des lits cassés, il y a eu des brancards cassés. C'était vraiment... C'était le chaos, je dirais. Pour l'instant, les agents de la cellule de crise écoutent, notent les détails, remplissent des fiches. Mais contrairement à ce que pensait un rescapé croisé sur place, aucun remboursement n'est effectué pour l'instant. Les seuls à toucher de l'argent sont les familles de victimes pour pouvoir organiser les funérailles de leurs proches. C'est une catastrophe qui appelle, n'est-ce pas, au renforcement des infrastructures de réponse à ces genre de catastrophes. Je crois que l'évaluation en termes de besoins se fera au sein de ce comité de crise qui a été mis sur place. On nous aide aussi à effacer quand même cette mauvaise image de la ville d'Ezeka. Ceci nous conduit tout droit au tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale d'aujourd'hui. Les sujets sont entre autres l'enquête sur l'assassinat de nos confrères d'RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ensuite, la fin de l'opération Sangaris en République centrafricaine, le Bénin. Et enfin, dernière ligne droite avant la grande élection américaine. Le tout en bref et en images, et c'est signé Oumar Kouyaté.
Cela fera 3 ans le 2 novembre que les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés dans le nord du Mali à Kidal. Mais jusque-là, l'enquête piétine, les professionnels des médias, les parents des victimes réclament justice. Selon le ministre de la Justice du Mali, Mamadou Ismaël Konaté, le problème central de cette affaire est qu'elle concerne Kidal, un lieu difficile d'accès pour une enquête de terrain. Pour Issa Traoré, président d'honneur du syndicat autonome de la magistrature du Mali, l'affaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon devrait précisément être traitée par un pôle antiterroriste. Au Bénin, ce sont 18 kilos de cocaïne pure qui ont été retrouvés ce vendredi dans l'un des conteneurs de la société en provenance du Brésil. Une marchandise estimée à environ 9 milliards de francs CFA, découverte par les gendarmes de la brigade maritime du port de Cotonou. Sitôt, 3 employés de la Como Kachaf sont arrêtés et placés en garde à vue. Sébastien Adjavo, l'homme d'affaires et non moins candidat à l'élection présidentielle du Bénin, informé de la situation, organise dans la foulée une conférence de presse pour se dédouaner de toute implication dans cette affaire qui est en train de décrédibiliser complètement le Bénin. Le patron de cette société dit se tenir à la disposition de la justice en qui il a confiance. La France met officiellement fin à l'opération Sangaris en Centrafrique ce dimanche 30 octobre 2016. Les soldats français quitteront le territoire centrafricain les 30 et 31 octobre. Le départ de cette force étrangère venue imposer la paix intervient au moment où la situation sécuritaire demeure encore tendue. Le pays vit dans le chaos depuis le renversement de François Bozizé en mars 2013, définitivement officialisé avec le déplacement du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le départ des soldats de l'opération Sangaris était prévu depuis de longs mois. Malgré tout, entre 300 et 350 hommes équipés de drones d'observation demeureront dans la capitale centrafricaine. Cet effectif comprend les troupes affectées à la MINUSCA et à l'Union africaine. Beaucoup craignent le manque d'expertise de la MINUSCA qui, pour eux, ne dispose pas de l'expertise tactique de la force française. C'est un coup dur pour Hillary Clinton à 10 jours de l'élection présidentielle. Le FBI a décidé de relancer l'enquête dans l'affaire de sa messagerie privée qu'elle a utilisée lorsqu'elle était secrétaire d'État au risque d'exposer des informations confidentielles. Le FBI a en effet annoncé avoir découvert de nouveaux courriels jugés pertinents. Le peuple américain mérite de connaître immédiatement les faits, a déclaré Hillary Clinton. Le directeur lui-même a dit qu'il ne savait pas si les courriels mentionnés dans sa lettre sont importants ou non. Nous ne connaissons pas les faits, c'est pourquoi nous demandons au FBI de publier toutes les informations dont il dispose, déclare-t-elle. Donald Trump, au contraire, c'est une aubaine. Il espère que ce rebondissement va lui permettre de rattraper un peu son retard. Depuis le début de la campagne, il n'a eu de cesse d'attaquer Hillary Clinton sur cette affaire de courriel. Cette édition d'information touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous dire que Chérifla TV, votre chaîne de proximité, a été sollicitée en France, dans la capitale Paris, pour la couverture d'un forum économique international sur l'entrepreneuriat féminin. Un traitement complet dans nos éditions prochaines. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt.